Bien, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je vous remercie Cynthia Fleury. Je vais vous parler d'un livre, alors qui n'est pas un livre de sciences humaines, qui n'est pas un livre de sociologie, qui n'est pas un livre de philosophie, qui en réalité est plutôt un pamphlet, qui s'appelle donc Axel m'a tué et qui est paru aux éditions Odile Jacob en mai dernier. Je vais peut-être vous expliquer la genèse de ce livre. En fait, je discutais avec mon collègue Gérard Réac, qui est diabétologue, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Pour une médecine humaine. C'est un livre imposant. Ça serait bien d'ailleurs que vous l'invitiez parce que c'est une réflexion philosophique sur la relation du médecin avec son patient, sur les choix que sont amenés à faire les patients, sur le fait que la médecine actuelle a de plus en plus tendance à être déshumanisée, donc d'où le titre de son ouvrage. Et puis en discutant très librement, nous critiquions beaucoup l'évolution que nous avions connue. Je viens de fêter mes 65 ans, lui en a peut-être 8 ou 10 de plus. Et bon, de fil en aiguille, on est tombé sur cette formule Excel m'a tué. Et je lui ai dit, on devrait écrire une tribune tous les deux, Excel m'a tué. Il dit, ah, non, non, on va attendre que mon livre paraisse. Et puis, sans doute, c'est mon impulsivité qui a pris le dessus. Et j'ai donc écrit un texte Excel m'a tué que j'ai diffusé à mes collègues de l'assistance publique et même au-delà. Euh, Le Monde a refusé de le publier parce que c'était trop long. Une journaliste du Nouvel Observateur l'a remanié pour que ce soit moins long qu'il n'était au départ, l'a publié. Excel m'a tué, mais là, sans doute que le correcteur était intervenu puisqu'on avait mis le participe passé. Et puis j'ai été contacté par deux éditeurs qui m'ont dit, ah ben quand même, c'est très bien, est-ce que vous voulez pas faire un livre? Développer ça et faire un livre. Alors c'est le premier éditeur qui m'a contacté, avec qui j'ai fait affaire, dit Jacob, qui voulait d'ailleurs le sortir en septembre. Je lui ai dit, écoutez, il y a un autre éditeur qui veut le publier aussi, et si ça sera tout de suite, ou sinon ça sera l'autre éditeur. Donc, elle a cédé tout de suite, et en fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la politique hospitalière, à la gestion hospitalière, à la gouvernance hospitalière, au rapport entre administration et médecins. Euh, et donc j'avais accumulé beaucoup de documentation, j'avais aussi accumulé beaucoup de réflexion, de colère, et bon, j'ai écrit ça un peu à la va-vite, ça peut paraître peut-être décousu, mais bon, il y a eu pas mal d'échos, puisque le lendemain de la parution de ce livre, il y a eu un article dans le Figaro, ensuite il y a eu un très bon article dans l'Express, et enfin un article de Cynthia Fleury dans l'Humanité. Donc vous voyez qu'on ne peut pas m'accuser d'être partisan ou dans un endroit ou l'autre de l'échiquier politique. Je suis probablement trop à droite pour les gens de gauche et trop à gauche pour les gens de droite. Euh, alors en fait, au-delà des anecdotes pitoyables qui sont racontées dans ce livre, j'ai essayé de montrer les aspects ridicules de la vie hospitalière dans ce qu'elle a d'administratif, de bureaucratique. J'ai quand même essayé de comprendre d'où venait tout cela. Et puis enfin, dans une troisième partie, troisième et dernière partie, de proposer des pistes. Parce que nous sommes là devant un sujet qui est complexe. Euh, il n'y a pas de solution simple. Yaka, Faucon, on entend ça depuis très longtemps. Et plus d'ailleurs on essaie de réformer ce système, plus il s'enfonce dans la dégradation. On l'a vu encore ces derniers jours avec une grande messe au Mans, je crois, avec le ministre, avec toute la nomenclatura du monde hospitalier français, dont il n'est ressorti finalement que les mêmes grandes phrases qu'on entend depuis toujours.
il y a une phrase extraordinaire, c'est il faut mettre le patient au cœur du système. Ça, c'est intéressant parce que je ne m'étais pas aperçu que le patient était quand même la principale préoccupation de la médecine. Alors, comme ça l'est de moins en moins, effectivement, c'est peut-être bien de le rappeler. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis arrivé à l'assistance publique hôpitaux de Paris en 1983. J'avais d'abord fait mes études à premier, deuxième cycle à Bordeaux. Et quand vous êtes étudiant en médecine, toutes ces questions vous dépassent. Enfin, on ne sait même pas qu'il y a un directeur à l'hôpital. On s'intéresse à tout ce qu'on découvre. Ce sont des études absolument très absolument enthousiasmante. Enfin, en tout cas, moi, j'étais enthousiasmé d'apprendre tout ce que j'apprenais, de découvrir tout ce que je découvrais, de découvrir aussi les patients au cours des stages. Et donc, de temps en temps, on avait bien un patron un peu paranoïaque, un peu dérangé, bon, qui rendait pas les stages faciles. Mais bon, l'organisation hospitalière n'était pas au centre de nos préoccupations. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais donc interne d'abord, et c'est le moment où on a commencé à considérer, à juste titre d'ailleurs, que les dépenses de santé s'envolaient. C'est là où on a changé de façon de financer l'hôpital. Avant, c'était le prix de journée, donc bah, le malade restait longtemps parce que chaque fois, c'était une journée de plus, donc on avait intérêt à ce qu'il reste. Après, c'était le budget global. Alors là, le gros défaut, c'est que vous aviez une enveloppe et une fois qu'elle était dépensée, terminée, vous ne pouviez plus poser de stand ou acheter du matériel complexe. Et enfin, plus récemment, c'est un financement beaucoup plus compliqué, mais qui globalement repose sur une enveloppe globale au plan national et sur l'activité au plan local. Donc, ce sont les chacals qui se disputent la bidoche. Et il y a une enveloppe globale, donc si tout le monde travaille beaucoup plus, eh bien la rémunération ne sera pas en proportion du travail gagné, elle sera rigoureusement la même. Donc c'est un système complètement illogique, je dirais, mis en place avec une intention très particulière qui était de dire, je simplifie bien entendu, qui était de dire, ces médecins hospitaliers, ces personnels hospitaliers, ils sont très gentils, mais ils ne travaillent pas assez. Donc si on les rémunère à l'acte, en quelque sorte, ils vont travailler plus. Et ce qui s'est effectivement passé, parce qu'il y a eu des injonctions pour que l'activité augmente, puisqu'on était l'hôpital, pas nous personnellement, mais l'hôpital était rémunéré en fonction de son activité, à ceci près qu'on ne peut pas augmenter chaque année son activité. Mais tout ça, si vous voulez, est conditionné par une donnée de base très simple, c'est qu'on ne peut pas dépenser des sommes folles pour la santé. Les dépenses de santé qui étaient de quelques pourcents du produit intérieur brut après la Deuxième Guerre mondiale ont beaucoup augmenté. Et il y avait la nécessité, c'est vrai, de les contenir, mais sans dire que cette nécessité allait nécessairement déboucher à plus ou moins long terme sur des restrictions. Et là, on y est en plein aujourd'hui sur les restrictions et aller déboucher sur des difficultés à répondre aux besoins qui d'ailleurs sont difficiles à mesurer, et donc, in fine, à une dégradation des soins. Parce que vous ne pouvez pas avoir quelque chose de grande qualité si vous n'y mettez pas le prix. Alors on nous a expliqué, ah mais vous savez, la France dépense beaucoup pour la santé, vous êtes mal organisé. C'était le mantra pendant des années et des années, donc il fallait faire la restructuration.
qui se dit en russe perestroïka. Et donc on a restructuré, on a modifié beaucoup de règles, on a essayé de réglementer de plus en plus pour contrôler de plus en plus le travail au sein de l'hôpital. Il en est résulté une bureaucratisation incroyable. Enfin, quand je compare il y a 40 ans et maintenant, c'est incroyable. Mais quand vous comparez, et en ce moment je fais un travail de recueil de témoignages de personnes qui ont travaillé dans les hôpitaux dans les années 50-60, quand vous comparez ces années-là aux années 80, il y avait déjà eu une, une, un accroissement du nombre d'administratifs considérable. Il y avait des excès, il y a des choses épouvantables qui se passaient dans les hôpitaux dans les années 50. Il y avait les salles communes, il y avait une objectivation du malade, les rapports entre malades et médecins étaient très souvent de mauvaise qualité. On m'a raconté l'anecdote suivante qui était là tragique, c'est que quand vous aviez dans une salle commune où il y avait énormément de patients, il y avait la visite du patron qui avait ses assistants, il y avait les chefs de clinique, les internes, les externes, les étudiants hospitaliers. Et si une patiente présentait un intérêt clinique pour l'examiner, le patron l'examinait, et puis après tout le monde l'examinait. Et la patiente n'avait rien à dire. Donc il ne s'agit pas ici d'embellir le passé et de dire c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Les salles communes ont disparu. Les progrès de la médecine ont été considérables, tellement considérables qu'on n'arrive plus à les payer. Mais ce qui s'est instauré, c'est ce qui est résumé par la métaphore des rameurs. C'est-à-dire que vous avez un aviron, il y a 10 rameurs et il y a quelqu'un qui les encourage, qui les entraîne. Et si le bateau obtient de mauvais résultats, on engage un deuxième coach et on supprime un rameur et on s'aperçoit que les résultats sont encore moins bien. Donc c'est un problème de motivation, d'organisation et on met encore un troisième coach et on supprime un rameur. C'est un peu ce qui s'est passé quand on voit en dynamique l'évolution des effectifs. De la même façon, pour faire des économies, on a diminué le nombre de lits, diminué le nombre de soignants en proportion de la population. La diminution du nombre de lits, c'est une diminution nette. En psychiatrie, c'est effarant. La moitié des lits, au moins, ont disparu depuis les années 80. Moyennant quoi, aujourd'hui, pour hospitaliser un patient sur son secteur, ça devient très difficile parce que les lits sont pleins ou faute de personnel, certains lits sont fermés. Donc les conditions de prise en charge actuelles, y compris dans les meilleurs hôpitaux psychiatriques, à Sainte-Anne pour commencer, moi j'ai des témoignages récents de collègues qui m'ont fait part de ce type de difficultés. Le pire de tout sont les enfants, quand il faut hospitaliser des enfants en psychiatrie. Je vous parle du domaine que je connais le mieux. Il a été calculé que dans 30% des cas, un jeune patient qui a besoin d'une hospitalisation urgente ne trouve pas de lit et est renvoyé au domicile chez ses parents. D'autres fois, il est hospitalisé, non pas en pédopsychiatrie, mais en pédiatrie générale, avec parfois des drames. Il y a eu comme ça plusieurs suicides d'enfants dans des services de pédopsychiatrie, mais aussi de pédiatrie générale, parce que notamment le personnel n'est pas toujours habitué à ce genre de prise en charge. Donc, si vous voulez, l'évolution actuelle, on le voit bien, il suffit de lire la presse ou de lire les rapports officiels ou d'écouter même ce que disent les ministres, parce qu'on a eu deux ministres qui ont dit le système est à bout de souffle. Et c'est assez vrai, sauf que ce qu'ils proposent est pire que ce qui existe.
Un autre point qui explique la situation actuelle, donc il y a l'inflation réglementaire, l'inflation donc bureaucratique, les excès de contrôle, euh, la nécessité de comprimer les dépenses, mais en le faisant de façon, en saupoudrant les économies et sans dire à la population, bah, il faut faire des choix, on ne peut pas garantir les meilleurs soins à tout le monde, c'est faux. C'est une promesse qui est faite sans arrêt, mais c'est faux. Et le troisième point, alors là aussi, ça remonte à dans les années 70, quand on a commencé à imposer le numerus clausus. Il y a eu un raisonnement très, très curieux de la part de hauts fonctionnaires notamment, mais qui ont été applaudis par les médecins qui étaient en place. On a dit, bah, s'il y avait moins de médecins, il y aurait moins de dépenses. Sous-entendu, il y aurait moins de malades. Ce qui rappelle cette phrase d'Antonin Artaud, s'il n'y avait pas de médecins, il n'y aurait pas de malades. C'est un raisonnement curieux parce que les malades, malheureusement, il n'y en a pas moins, il y en a toujours plus. Des médecins, il y en a toujours moins. Alors on dit, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Alors c'est vrai si on compte les médecins centenaires, les médecins nonagénaires, les médecins octogénaires, les médecins septuagénaires et les médecins sexagénaires, dont je fais partie d'ailleurs. En réalité, si vous regardez les médecins qui ont une activité régulière par rapport à la population, on voit une décroissance, d'où cette expression très curieuse de désert médical. En fait, il y a une raréfaction médicale, mais qui est assez générale. Bon, bien sûr, elle est pire en Lozère que dans le 16e arrondissement, mais elle est quand même générale. Demandez un rendez-vous aujourd'hui à un ophtalmo, même en plein Paris, vous n'aurez pas un rendez-vous demain. Donc cette pénurie médicale a été organisée. Les médecins, les syndicats médicaux se sont dit, ah ben super, il y aura moins de médecins, comme il y aura autant de malades, nous on aura plus de clients. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un médecin qui s'installe aujourd'hui, contrairement à avant, il n'a pas besoin d'acheter sa clientèle, euh, il a qu'à se mettre sur Doctolib et en 15 jours, 3 semaines, son carnet de rendez-vous est plein. Parce que le médecin est rare et donc il est pris d'assaut quand il s'installe. Il y a un autre raisonnement aussi qui a été fait par les hauts fonctionnaires qui consistait à dire il ne faut surtout pas rémunérer l'acte médical à sa juste valeur. Vous savez que en ville, hein, et à l'hôpital d'ailleurs, une consultation de spécialiste, je crois que c'est 25 ou 27 euros. Aller chez un coiffeur, c'est à peu près la même chose. Euh, Pourquoi? Parce que si l'acte est très peu rémunéré, ça va pousser les médecins à faire beaucoup d'actes et donc à soigner la population, tandis que si on les rémunère mieux, à l'acte, ils feront moins d'actes parce que le médecin se fixe un objectif de rémunération et une fois qu'il l'aura atteint, ben, il va arrêter de travailler et donc on sera bien embêté. Là aussi, mauvais raisonnement parce que de plus en plus de médecins, notamment de médecins généralistes, n'en peuvent plus, sont en burn-out, parce que pour gagner leur vie, ils sont obligés de multiplier les actes, de faire une médecine d'ailleurs d'abattage, et ils y perdent leur santé, ils y perdent leur âme, parce qu'il y a une autre notion avec toutes ces évolutions qui est très souvent citée, c'est la perte de sens ou le conflit éthique, c'est-à-dire de faire son travail dans de mauvaises conditions parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire beaucoup d'actes. Et cette pression qui existait en médecine de ville a été transposée à l'hôpital, avec la tarification à l'activité, puisque j'ai vu apparaître la demande d'objectifs. Il fallait dire quels étaient les objectifs que vous fixiez pour l'année, et puis bon, ça permettait de faire des budgets prévisionnels, et tout était axé sur l'activité et les revenus que cela rapportait. Donc vous voyez, dans une perspective qui n'avait rien à voir avec la perspective qui était plutôt orientée vers la croissance, le progrès médical,
des années fastes où les dépenses ont augmenté, où les progrès médicaux sont apparus. Il en apparaît toujours. Récemment, on a par exemple quasiment éradiqué l'hépatite C parce qu'on a trouvé des médicaments qui la guérissent, alors qu'avant, ça pouvait être une maladie très grave. Je cite ça, mais il y a beaucoup d'autres exemples de progrès tout récents. Mais ces progrès, il faut les financer et on ne peut pas tous les financer. Alors j'ai beaucoup insisté dans ce livre sur la bureaucratie. Bon, je raconte des anecdotes depuis que le livre est paru. J'en ai colligé je ne sais pas combien d'autres. Un exemple, alors qu'avant ce n'était pas obligatoire, il est devenu obligatoire chez nous depuis septembre de l'année dernière, 2021, de coder chaque consultation. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez votre consultation, vous preniez des notes. Dans mon service, on n'utilise pas le système informatique de dossier parce que il n'y a aucune confidentialité. Vous preniez des notes et puis vous disiez au revoir la prochaine fois. Là, non, c'est pas fini parce qu'il faut faire une fiche avec enfin la donnée, les données de l'état civil, l'acte qui a été fait, sachant que l'acte de consultation psychiatrique, c'est la même rémunération, c'est toujours le même tarif. Mais il faut un code diagnostique. En utilisant la classification internationale des maladies de l'OMS. Alors, il faut savoir, ce qui étonne tout le monde, parce qu'on ne va pas jouer aux devinettes, mais le nombre de codes de cette classification s'élève quand même à 1291. Bon, si vous imprimez l'ensemble de la classification, ça fait je ne sais pas combien de pages. Vous imaginez bien que on ne cherche pas après chaque consultation quel est le code le plus approprié pour le patient. Donc on utilise une sorte de digest où, enfin personnellement, j'ai un digest qui est sur 2 pages, enfin, il doit rester quand même une centaine de codes. Alors, dans la classification de l'OMS, il y a 3 codes qu'on n'a pas le droit d'utiliser, et notamment un qui s'appelle trouble mental non spécifié. Ça aurait été très pratique, on aurait pu mettre ce code à tout le monde, mais trop pratique, évidemment, on n'a pas le droit de l'utiliser. Alors, personnellement, il m'arrive parfois de demander au patient un chiffre entre 0 et 9, et puis en fonction du chiffre, je trouve un code qui peut coller. Bon, quand ça colle pas. Alors l'autre jour, je reçois un patient, puis comme ça, instinctivement, je mets F900. Je sais pas pourquoi. Et puis je regarde après, c'était personnalité paranoïaque. Et effectivement, il avait des traits. Mais j'ai dit, il va peut-être retenir le code et aller chercher, parce que la classification, elle est publique. Donc j'ai mis F906, qui veut dire trouble de la personnalité non spécifié, parce que ce qui est non spécifié est quand même très pratique. Donc une fois que vous donnez ce code, la personne de l'accueil du service, qui avant ne le faisait pas, rentre les données. Ça prend quand même du temps et valide le code. Alors moi j'avais demandé que d'une fois sur l'autre, le code puisse être automatiquement repris pour pas qu'on ait à refaire le même travail. Alors on a accepté à condition qu'il n'y ait pas plus de 3 mois entre les 2 consultations. Comme si en plus de 3 mois, les maladies chroniques allaient guérir ou le patient je sais pas moi, de schizophrène allait devenir agoraphobe. Bon, non. Donc déjà, travail inutile qui nous est demandé. Mais surtout, euh, je reçois un jour un mail, c'est assez récent, du technicien, enfin du département d'information médicale qui s'occupe donc des codes, de recueillir les codes et de transmettre à l'ARS, parce que si on ne fait pas ça, on se fait taper sur les doigts.
plus lui d'ailleurs que nous, parce que nous, à la limite, c'est pas grave, mais on est de bonne volonté, on joue le jeu. Et alors je reçois un mail me disant, cher monsieur, il y a 1200 venus, ça s'appelle des venus quand le patient fait une consultation, qui n'ont pas été codés au cours du premier semestre 2022. J'étais effaré parce que c'est un chiffre énorme. On a essayé de comprendre ce qui se passait, et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous faites la fiche le lendemain ou le surlendemain, parce que vous n'avez pas eu le temps de la faire le jour même, le système n'est pas suffisamment souple et ne détecte pas que c'est la même chose. Et si la date de la fiche ne correspond pas à la date de la venue, on considère que la venue n'a pas été codée. Alors, je dis quand même, on pourrait, oui, oui, alors on va arranger ça, je vais demander à ce que il y ait un message d'alerte pour dire que les deux dates ne correspondent pas. Enfin, bon, là aussi, des complications qui pourraient être résolues de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. On a parfois quand même l'impression que, que c'est un instrument un peu de domination, d'asservissement, de nous obliger à faire ça. Et le jour même, je reçois ma consultation, l'après-midi, un patient, et je lui demande sa profession, puis je suis informaticien, d'ailleurs je travaillais dans un hôpital d'Île-de-France, mais j'ai démissionné parce qu'on est mal payé, puis c'est la pagaille, enfin. Et puis, et maintenant, alors qu'est-ce que vous faites? Ah ben je travaille chez un prestataire de service. Ah bon? Et même, on travaille pour l'assistance publique. Ah, je dis très bien, et comment ça se passe? Oh, nous, on est, quand ils nous demandent de modifier le logiciel, on peut le faire, on propose des choses pour assouplir le fonctionnement, mais quand on présente la facture, on nous dit, ah non, c'est trop cher. Et donc ça explique pourquoi, là aussi, par sous-investissement, et parce que les budgets doivent être serrés, mais c'est une aberration de faire des économies sur ce système informatique. Donc pour des raisons d'économie, ben, on n'a pas un système qui soit qui ait un bon fonctionnement. Bon, je pourrais comme ça multiplier les anecdotes. La dernière en date, il se trouve qu'il y a un des personnels de mon service qui a eu un accident, qui est en arrêt de travail pour accident professionnel. On ne sait pas quand cette personne va revenir. Personne, et notamment pas le cadre qui s'occupe de notre service, ne sait en qui de savoir, n'a demandé à savoir si on avait besoin d'un remplacement, ou parce que en général les gens malades ne sont pas remplacés, ni si est-ce que ça ne modifie pas le fonctionnement, est-ce que ça ne complique pas le fonctionnement du service. Rien. En revanche, euh, vendredi de la semaine dernière, en fin de journée, on m'annonce que le cadre va venir. Quelqu'un qui travaille sur je ne sais pas combien d'hôpitaux, cadre de département, elle va venir. Ah bon, ben dites-lui que si elle le souhaite, j'aimerais la rencontrer pour lui parler de cette absence et des difficultés que ça crée chez nous. Ah non, mais elle était venue pour porter une savonnette pour chacun des membres de l'équipe, parfumée euh, au numéro 5 de Chanel, et puis un pulvérisateur d'eau qui était donné par l'association Anne Roumanoff, parce que pour faire plaisir aux soignants qui se sont battus contre l'épidémie de Covid-19, cette association nous donne comme ça. Voilà, voilà le genre de... Alors c'est vrai que c'est agréable, ça parfume le... J'ai laissé la savonnette près de mes ordonnances, ça parfume le bureau, c'est pas désagréable, mais je veux dire, on en arrive à ces aberrations où finalement, quand les historiens se pencheront sur cette époque, je pense qu'ils seront fascinés par le crétinisme de cette organisation. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu dénoncer. Peut-être que j'ai exagéré. Parfois, j'ai pas tout dit, parce que si on va jusqu'à tout dire, un pamphlet, vous exagérez. Mais là, c'était plutôt dans le sens inverse. Euh, Mes collègues m'ont dit, bah, écoute, ouais, bon, ton livre, c'est gentil, mais enfin, tout ça, on le sait déjà, enfin, on n'a rien appris.
Et les patients ou les gens qui sont extérieurs à l'hôpital, un de mes frères, par exemple, qui ne travaille pas du tout dans ce monde, m'a dit, ah bah c'est comme ça l'hôpital, c'est effarant. Enfin, les personnes extérieures à tout ça ne se rendent pas compte. Alors les patients se rendent compte de certaines choses, de la déshumanisation, ça je pense qu'ils s'en rendent compte, du manque de moyens aussi, de la vétusté, mais ils ne se rendent pas compte de tout des coulisses bureaucratiques qu'il y a derrière tout ça. Bon, on aura une discussion tout à l'heure, on pourra revenir sur certains points, mais j'aimerais maintenant vous parler des remèdes éventuels à cette situation. Parce qu'on peut passer son temps à faire de l'ironie, à critiquer, à raconter des faits qui dénoncent l'absurdité de ce système. C'est inépuisable. On pourrait tapisser la pièce de recueils comme ça, d'aberrations. Mais euh, il faut bien en sortir. Et je peux vous dire que nous sommes nombreux à nous exprimer sur ces sujets depuis très longtemps. Un des tournants, ça a été la loi HPST, Hôpital Patient Santé et Territoire de 2009. On l'appelle loi Bachelot, mais en fait c'est à l'Élysée que tout ça s'est décidé et ça faisait suite à un plan qui a un rapport, enfin tout ça n'est pas tombé du ciel, c'était une évolution annoncée d'une certaine façon, évolution vers l'hôpital entreprise et vers le tout pouvoir à l'administration. C'est pas moi qui le dis, puisque c'est le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a dit à l'hôpital, il faut un seul patron, et ce patron, c'est le directeur. Et il a mis d'ailleurs les directeurs en mauvaise posture, parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, le directeur a des pouvoirs relativement limités, parce que il est soumis à sa hiérarchie, à l'ARS, qui elle-même est une émanation du ministère, avec les restrictions budgétaires dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, on a transformé, on a voulu, je pense sans y parvenir totalement, transformer les médecins en producteurs de soins, en déniant tout l'aspect humain et l'aspect, je dirais, artisanal, j'ai pas honte de le dire, de ce métier, euh, et avec l'autonomie qui doit aller avec la pratique médicale. Donc cette autonomie est de plus en plus réduite. Donc la première chose à faire, à mon sens, c'est de redonner cette autonomie aux équipes de soins. Il y a un modèle d'ailleurs qui est relativement simple, qui s'appelle l'hôpital magnétique. Curieusement, en France, on n'en parle pas beaucoup. Euh, on s'est intéressé aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, c'est un système épouvantable, mais très diversifié, où il y a d'excellentes choses et d'autres qui sont au contraire très mauvaises. Mais c'est d'une diversité incroyable. Et des chercheurs se sont intéressés au management hospitalier, au fonctionnement de l'hôpital, et ont essayé de voir ce qui caractérisait les hôpitaux qui attiraient et qui retenaient les infirmières. C'était principalement un travail sur les infirmières au départ, et au contraire, les hôpitaux qui les faisaient fuir. Et cette notion d'autonomie faisait partie des critères. Il y a d'autres critères. Il y a le fait que on respecte le savoir des soignants. Euh, En France, mais c'est probablement la même chose dans d'autres pays, ce savoir n'est absolument pas respecté, puisque une infirmière qui a l'habitude de travailler dans un service peut être appelée de façon autoritaire à aller dans un autre service parce qu'il manque du personnel. Ou alors on emploie des intérimaires qui n'ont pas l'habitude du service où elles font leur mission d'intérim. Et donc l'impression d'être considéré comme un pion et que sa spécificité soignée, c'est très mal vécu par les personnels. Et dans l'hôpital magnétique, eh bien, quelqu'un qui a un savoir, qui est infirmier en néphrologie,
On va pas lui dire d'aller en ORL ou d'aller en diabétologie, ou en psychiatrie. Ce sont des savoirs très différents, même si le diplôme sur le papier est le même. Donc il y a le respect des connaissances, il y a l'enrichissement des connaissances, la formation continue. Là encore, pour des raisons d'économie, euh, il est plus difficile qu'avant d'accéder à des formations dans le cadre de la formation continue. Il y a le fait aussi que chacun est à sa place, c'est-à-dire les soignants soignent et les administratifs administrent. Or, actuellement, il y a une espèce de confusion des tâches. Euh, Certains administratifs, ça fait scandale, un directeur qui écrit à un chef de service d'ORL pour lui dire qu'il ne faisait pas assez de thyroïde. Parce que d'opérer la thyroïde, ça rapportait plus que d'autres opérations. Une lettre qui a été publiée dans le Canard enchaîné, ça fait scandale. Mais le directeur qui se mêle de savoir comment les activités doivent s'organiser, et inversement, et je ne suis pas tendre dans ce livre avec certains de mes collègues qui deviennent des espèces d'administratifs bis, moi je les appelle les bureaucratophiles, et qui prennent les réflexes de l'administration et surtout accèdent à des postes finalement intermédiaires entre le directeur et les services, des postes de pouvoir, ce qui crée une hiérarchie, enfin un grade de plus au sein de la hiérarchie médicale et avec des tâches finalement d'administration. Donc cette confusion, je crois qu'il faut la récuser et bien identifier les rôles. L'administration, elle a principalement une fonction support pour aider les médecins à soigner les patients. On l'a très bien vu d'ailleurs lors de la crise Covid. Tout d'un coup, le fonctionnement de l'hôpital a changé au sens où l'administration a été pleinement dans cette fonction support parce qu'il fallait faire face à toutes les demandes de matériel, modifier l'organisation des services pour qu'on puisse accueillir des patients atteints de Covid. Et les médecins, notamment les chefs de service, d'eux-mêmes ont pris des initiatives pour faire face à cette nouvelle situation, mais on leur laissait prendre des initiatives. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez transformer quelque chose dans votre service, il faut que ça passe devant je ne sais pas combien de commissions, je ne sais pas combien de réunions. Et alors là, pendant la crise Covid, je fais partie d'un département. Le département a disparu du paysage. Plus de réunions interminables qui ne servent à rien. C'était le service de psychiatrie qui faisait de la psychiatrie, qui s'occupait de ses patients à distance et puis qui allait voir dans l'hôpital les patients qui avaient besoin d'être vus par un médecin psychiatre, et il y en avait beaucoup, et les personnels aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances psychologiques des personnels. Donc, retrouver un meilleur équilibre entre les deux composantes principales de l'hôpital, les soignants et l'administration. Simplifier les procédures administratives. Pendant un temps, les chefs de service avaient tous les pouvoirs, abusaient de leurs pouvoirs, et il n'est pas question évidemment de revenir à ces excès, mais après on est tombé dans l'excès inverse. La vérité se situe au milieu. Autre caractéristique des hôpitaux magnétiques, c'est la constante adaptation, modification des pratiques en fonction des résultats dans une ambiance collaborative, c'est-à-dire que l'équipe de soins, médecins, infirmiers, aides-soignants, travaillent ensemble, prennent les décisions ensemble. Or, actuellement, c'est très difficile parce que nous sommes dans une double hiérarchie. C'est-à-dire que le chef de service, il n'a d'autorité hiérarchique que sur les médecins. Et encore, c'est une autorité hiérarchique qu'il faut relativiser, puisque les médecins ont leur indépendance professionnelle et ce n'est pas le chef de service qui va lui dire fais ci, fais ça. C'est dans l'organisation des activités, l'organisation des soins.
Néanmoins, cette autorité hiérarchique est réelle du médecin sur les autres médecins. En revanche, sur le personnel non médical, le médecin, chef de service, n'a plus grand-chose à dire. On peut vous imposer des personnels sans que vous les rencontriez, et ils sont sous la dépendance de l'encadrement qui lui-même est sous la dépendance de la direction des soins, qui elle-même sous la dépendance de la direction tout court, avec des pressions, euh, des injonctions très, très fortes dans le sens que souhaite le directeur, c'est-à-dire qu'on fasse de l'activité, parfois au mépris de la santé psychique des personnels. Euh, Certains, moi le premier d'ailleurs, parlent de harcèlement moral institutionnel. Vous avez vu que cette notion est entrée dans le droit français avec la Poste. Il y a dans les hôpitaux des suicides de personnel. Orange, pas avec la Oui, pardon, Orange. Oui, pardonnez-moi. Oui, oui, Orange. France Télécom, qui est devenu Orange. Mais à la Poste aussi, il y a eu des suicides et des problèmes. Mais c'est entré dans le droit, en effet. Ça a été confirmé par la Cour d'appel. Bon, ça va aller en cassation, mais cette notion de harcèlement moral institutionnel, de toute façon, la condamnation de Orange est définitive, puisque Orange n'a pas fait appel de la condamnation en première instance. Mais dans les hôpitaux, la question se pose, parce que pour des raisons d'équilibre budgétaire, on a diminué le nombre de postes. Auprès du malade, on a diminué le nombre de personnes avec une charge de travail très lourde pour ceux qui restaient, lourde et insupportable au point qu'il y a eu beaucoup de démissions, il y en a encore. Il y a aussi des fuites dans le privé des médecins, ce qui ne se voyait très peu avant, des médecins, même des chefs de service, PUPH. Maintenant, c'est par dizaines qu'ils partent, parce que les conditions de travail se sont dégradées. Donc. Et puis ce système très autoritaire d'injonction avec des objectifs purement financiers. Alors, les médecins sont souvent, ils ont souvent été d'ailleurs sélectionnés là-dessus. Les médecins hospitaliers sont très dociles, ils obéissent, ils ont joué le jeu au début quand la T2A a été mise en œuvre, et puis très vite, ils se sont aperçus que finalement leur vocation n'était peut-être pas d'équilibrer le budget de l'hôpital ou de faire que le directeur ait sa prime à la fin de l'année parce que l'activité avait été bonne, puisque dans cette affaire, on a totalement occulté le caractère qualitatif des soins. Tout ce qu'on regarde, c'est la quantité. D'ailleurs, une fois à une réunion de pôle, il y avait les chiffres d'activité. Alors, il y avait les services qui étaient en rouge parce qu'ils étaient un peu en dessous, ceux qui étaient en vert parce qu'ils avaient atteint les objectifs. Objectifs d'ailleurs qui sont fixés au doigt mouillé. Hein. C'est n'importe quoi, ces objectifs. Bon. Alors, je lève le doigt. Je dis, mais qu'est-ce qui prouve que ces patients ont été bien soignés? Ah, là, le chef de pôle n'était pas content du tout et a considéré que je n'étais pas quelqu'un de bien recommandable de poser ce genre de questions. Mais c'est la question. C'est la question. Euh, Interroger les patients aujourd'hui, certains sont très contents et beaucoup de médecins font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Et, bon, mais il y a aussi des difficultés de plus en plus grandes liées à tout ce que je viens de vous dire. Donc, le premier point, je crois, c'est le mettre en œuvre, et ça coûte pas. Alors, il y a un dernier critère très important, c'est que le nombre de soignants soit en adéquation avec les besoins pour faire des soins de qualité. Et ça, c'est de plus en plus réclamé parce qu'on se rend bien compte que c'est un des nœuds du problème. S'il n'y a pas de quota de soignants par salle, on se met dans des situations impossibles. L'autre point
pour améliorer la situation, c'est probablement de mettre plus de rameurs et moins de coachs qui vous encouragent à ramer. Euh, et ça, c'est pas gagné parce que tous ceux qui ont étudié le phénomène bureaucratique savent très bien que c'est une espèce de tumeur qui ne fait que grossir. C'est ce qu'on a vu. J'étais frappé l'autre jour, j'avais un rendez-vous à l'hôpital Necker pour voir justement la responsable des assistantes sociales parce qu'il y avait des soucis. Bon, je voulais discuter avec cette personne. Et donc j'arrive à Necker, elle avait un bureau dans ce qu'on appelle le carré Necker. C'est une partie de l'hôpital Necker qui est en forme de carré, comme son nom l'indique. Il y a des bâtiments et il doit y avoir 3 étages ou 4. Et au début de mon internat, j'ai fait beaucoup de stages à Necker. Et le carré Necker, c'était des services hospitaliers avec des lits. Il y avait notamment un service de cardiologie immense. On disait, le nom du professeur de cardiologie a un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, tellement il avait de lits. Bon, il est parti. Et le carré Necker, maintenant, ce sont des bureaux. Des bureaux, des bureaux, des bureaux, des bureaux, des bureaux. Le directeur est là. Enfin, ça a été colonisé par une armada de fonctionnaires qui finalement ont une utilité discutable. En tout cas, il faudrait faire un travail pour justifier l'activité de chacun d'eux. Alors, l'actuel directeur général de l'AP s'est penché sur la question. Je lui souhaite bon courage parce que les freins à ce genre d'évolution sont évidemment très, très puissants. Et puis l'autre grand débat, c'est peut-être de dire la vérité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut financer, qu'est-ce qu'on ne peut pas financer. Là, on fait comme si tout était possible, comme si tout le monde avait accès à la médecine dernier cri, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin d'un examen complémentaire, quand quelqu'un a besoin d'une intervention chirurgicale ou d'une consultation spécialisée, il peut attendre. Il peut attendre. Sauf, c'est même pas l'argent qui est le facteur discriminant, c'est le téléphone. C'est-à-dire les gens qui ont des connaissances dans le milieu médical, bon, qui se reconnaissent dans ce maquis, euh, s'en sortent un peu mieux, ou qui sont soignés par des médecins bienveillants qui les orientent. Mais il faut reconnaître qu'au moment où je vous parle, les restrictions sont devenues considérables. À l'assistance publique, j'étais au conseil de surveillance de ce matin, puisque j'en fais partie, donc je ne me contente pas de savoir ce qui se passe dans mon service ou dans mon hôpital. Euh, vous avez 18% des lits fermés. 18% des lits fermés. Vous avez dans certains ensembles hospitaliers la moitié des blocs la moitié des blocs opératoires qui ne fonctionnent pas. Et donc autant de soins qui ne peuvent pas être délivrés. Et en médecine de ville, c'est pareil. Alors, on a corrigé ce déficit en médecins. Ça va mettre, je sais pas, encore 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que la situation redevienne tenable et qu'on puisse faire face aux demandes. Donc vous l'avez compris, ce livre est plus pas un cri du cœur. J'essaie aussi de raisonner, de donner des arguments pour tenter d'expliquer cette question qui est très complexe, de donner quelques pistes pour y remédier. Là aussi, c'est très complexe. Il ne faut pas croire d'ailleurs qu'on en sortira comme ça grâce à un ministre habitué aux urgences. Non, c'est toute une réflexion à mener, mais je terminerai par là. Quand il y a eu la crise Covid, on a dit l'hôpital marche autrement. Il ne faut pas que le monde d'après soit comme le monde d'avant.
faut que ça marque un tournant et qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé, qu'on en tire toutes les leçons et qu'on ne retombe pas dans les travers du passé. Et puis un écrivain célèbre qui a dit euh, je ne sais plus quelle est la formule, le monde d'après euh, ne sera pas, il sera comme le monde d'avant, mais en pire. Il sera pire que le mode, voilà. C'est Houellebecq, oui, mais qui a dit le monde d'après sera pire que le monde d'avant. Et malheureusement, pour nous, euh, sous nos yeux, on a l'impression qu'il avait raison. Voilà, je m'arrête sur cette note guerre optimiste. Vous m'excuserez, mais euh, je crois qu'une forme de lucidité est nécessaire si on veut trouver des solutions. Voilà, je vous remercie et puis